Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech. Face aux grands défis que doit relever l'agriculture, quel rôle peuvent jouer les technologies? On prendra le temps de la réflexion sur cette transformation numérique et technologique en cours dans ce secteur. Et puis autre sujet, petite alerte vis-à-vis des Gen AI, ces IA génératives qui mettent à mal la propriété intellectuelle et la confidentialité de nos données. Et puis avant tout ça, je vous propose qu'on s'intéresse à comment décarboner le numérique. C'est tout de suite dans Smart Tech. Numérique et développement durable, c'est le titre d'un rapport qui fera l'objet d'une présentation officielle au Sénat auprès de la Commission d'innovation le mois prochain. On va en parler, nous, tout de suite dans Smart Tech. Le sous-titre de ce rapport, c'est « Évolution technologique, enjeux géopolitiques et perspectives de régulation en Europe ». Ça fait beaucoup de défis et je suis très heureuse d'avoir en plateau, mon invité s'appelle Bernard Benamou, on le connaît bien dans Smart Tech, mais c'est aujourd'hui la personne qui a coordonné ce rapport, secrétaire, je rappelle aussi, général de l'Institut de la souveraineté numérique. Alors, je lisais le sous-titre parce qu'en fait, ça fait quand même beaucoup de défis à relever. Triple défi, technologique, politique, stratégique. Expliquez-nous. Ben, aujourd'hui, le numérique doit ou devrait s'inscrire dans une trajectoire durable. De nombreux observateurs se rendent compte aujourd'hui qu'il n'en est rien. C'est-à-dire que la consommation, et ça a été dit en particulier par le Shift Project de Jean Covici, la consommation de l'ensemble des acteurs du numérique, c'est pas uniquement les terminaux ou les data centers, mais c'est bien l'ensemble de la chaîne des acteurs numériques, est en croissance et ne s'inscrit pas dans les perspectives qui ont été établies au niveau européen, au niveau international, par les COP et différents accords dans ces domaines. Et donc, l'objet de ce rapport, donc on a développé, c'est à la fois de donner des pistes d'évolution pour que le numérique puisse devenir durable, et aussi faire en sorte que le numérique aide à diminuer l'empreinte carbone des autres secteurs. Pour le faire en résumé, c'est Green for Tech et Tech for Green. D'accord. Et donc l'idée pour nous, c'est à la fois de présenter des évolutions, des recommandations. La fin du rapport sont des recommandations, et d'analyser la situation actuelle. Alors, on parlait des recommandations donc technologiques, mais également politiques, avec des politiques publiques. Absolument, absolument. C'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer les deux. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Une des technologies dont on a beaucoup parlé depuis des années, c'est les cryptos, la blockchain, etc. Moi, j'ai découvert dans le cadre du rapport que la consommation de l'ensemble du minage, c'est comme ça que l'on dit, donc pour créer donc la monnaie du Bitcoin à lui seul, c'est quasiment la moitié de la consommation mondiale des data centers. C'est-à-dire, ce qui se pose aux États-Unis, ce qui se posera en Europe, je crois, c'est que ce type de technologie devra non pas être interdit, mais très sévèrement restreint, au point d'ailleurs que l'autre monnaie, la deuxième monnaie la plus célèbre... Là, vous allez vous faire des amis, parce que... l'Ether a fait cette migration. La communauté Bitcoin réfléchit justement à cette question de la durabilité. J'imagine que vous les avez rencontrés. Bien sûr, mais justement, ceux qui ont le mieux compris cela, c'est l'autre monnaie, enfin l'une des autres monnaies, il y en a des milliers, des monnaies, des cryptos. L'autre monnaie, c'est l'Ethereum, enfin l'Ether, donc le système Ethereum, qui a réussi à faire une transition vers ce qu'on appelle the merge, vers une consommation 99% moins importante qu'elle ne l'était au départ. Et donc, je crois que c'est ces mouvements-là qui devront être encouragés. C'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Mais en gros... Donc, vous pensez que ça va passer par la contrainte réglementaire ? Mais je pense que... Et il y a aussi une composante, quand on parle de politique, aussi de souveraineté numérique, j'imagine que vous êtes à la tête de l'Institut de la souveraineté. Qu'est-ce que vient faire la souveraineté dans la durabilité du numérique, Bernard Benamou ? Je crois qu'il n'est possible d'établir une trajectoire durable qu'à partir du moment où on développe notre écosystème dans ces domaines pour qu'il devienne green, pour qu'il devienne vert. D'où, justement, les pactes européens dans ces domaines. Et donc, je crois qu'il nous faut absolument évoluer par rapport aux deux blocs Chine, États-Unis, qui n'ont pas du tout les mêmes préoccupations que les Européens dans ces domaines et qui ne se sont pas du tout préoccupés de la même manière. Donc je pense que développer notre écosystème, ce qui est un peu le credo que nous développons dans le cadre de l'Institut, sera au cœur d'une action dans ces domaines. Peut-être avec des taxes carbone aux frontières, peut-être avec des incitations fortes pour justement diminuer l'empreinte carbone des principales technologies, en particulier les data centers, mais pas que. Réfléchir à des systèmes de substitution par rapport aux matériaux et aux terres rares et aux métaux critiques qui sont l'un des éléments clés de l'empreinte carbone dans ces domaines. Un autre exemple qui nous a beaucoup surpris, parce que je ne pensais pas que c'était à ce point. Pour vous donner une idée, les deux examens médicaux, IRM et scan,
donc les résonances magnétiques nucléaires et scanners, à eux seuls, à l'échelle mondiale, c'est 1% de l'empreinte carbone de la planète. À eux seuls. Et dites-moi, au sortir de ce rapport avec toutes les recommandations que vous faites, vous en sortez optimiste là sur la suite ? C'est toujours le même problème, c'est-à-dire si on a une attitude purement descriptive, c'est-à-dire d'observateur, je dirais non. Oui. Si on a une attitude de militant, ce qui est le but même de l'Institut, qui est d'aider à réfléchir à des solutions alternatives, oui. C'est-à-dire que c'est un peu comme les questions de souveraineté au sens large. Moi, j'avais eu l'occasion de dire au précédent secrétaire d'État, il y a 5 ans, je n'aurais jamais pensé que le ministère s'appellerait souveraineté numérique. Et pas plus que, puisque vous en parliez aujourd'hui, souveraineté alimentaire pour le ministère de l'Agriculture. Aujourd'hui, les lignes ont bougé, à la fois d'un point de vue géopolitique, les tensions avec la Chine, les nécessités de développement européen autonome par rapport aux États-Unis, encore plus s'il y a l'élection de Trump. Globalement, je dirais que ce qui semblait impossible à bouger, devient possible. Et donc, je pense qu'un numérique durable européen, avec des acteurs européens, devient une nécessité et une possibilité. Merci beaucoup Bernard Benamou d'être venu nous présenter ce rapport donc, qui sera présenté au Sénat. Et qui est en ligne en avant-première sur le site de l'Institut. Absolument, l'Institut de la souveraineté numérique. Merci beaucoup. Alors, on prend le temps de la réflexion aujourd'hui autour du rôle des technologies dans l'agriculture qui fait face à des défis majeurs. Alors, comment ces technos peuvent avoir un impact pour résoudre ces défis ou peut-être sont-elles au contraire un frein? C'est ce qu'on va voir tout de suite avec mes invités. En plateau, Mehdi Siné, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur agricole, diplômé d'un master en management des systèmes d'information, donc une double compétence agronomie et numérique, plus de 20 ans d'expérience au service des agriculteurs. Aujourd'hui, vous êtes le directeur scientifique et technique et numérique de l'ACTA. L'ACTA, c'est l'Association de coordination technique agricole. Donc en fait, vous représentez les instituts techniques agricoles, c'est ça? Tout à fait, on les représente et on coordonne des travaux en interfilière pour assurer des missions pour les producteurs, pour les agriculteurs en premier lieu, et proposer des solutions techniques aux questions qu'ils se posent. Avec une composante recherche importante. Donc ça va nous permettre de nous projeter ensemble un peu dans le futur. Également avec nous sur ce sujet, nous avons à distance Philippe Lescoat. Bonjour Philippe. Vous êtes enseignant-chercheur en système d'élevage, filière des produits animaux et environnement au sein du département Sciences de la vie et de la santé au sein d'AgroParisTech. C'est l'Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement qui est sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire. C'est aussi une grande école, on le rappelle, composante de l'Université Paris-Saclay. Bienvenue à tous les deux. Je voulais commencer avec une question en plateau pour vous, Mehdi. Ces défis dont je parlais en introduction, ces grands défis que doivent relever les agriculteurs, est-ce qu'on peut les lister ? Oui, alors il y en a de très nombreux. La période nous a rappelé d'abord le défi du renouvellement des générations des agriculteurs. Beaucoup vont partir à la retraite dans les années qui viennent, plus de 50% à l'horizon 2030 a priori. Et il y a un vrai défi pour l'attractivité de ce métier qui est sans doute mal reconnu aujourd'hui dans notre société. Un défi climatique, évidemment, qui concerne fortement les agriculteurs pour toutes les filières, pour s'adapter à un réchauffement qui devient inéluctable et proposer également des solutions pour participer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment. Donc une contribution plutôt positive par rapport à ce défi, mais ça reste quand même un défi à affronter. Oui. Et puis la transition agroécologique, c'est-à-dire accompagner des changements de pratiques pour les agriculteurs et les éleveurs, pour qu'ils continuent à produire, parce qu'il y a cet enjeu de la souveraineté alimentaire aussi qui est évidemment très très fort. Ne l'oublions pas, l'agriculture sert à nous nourrir. Et comment nourrir 10 milliards d'habitants en 2050 avec tous ces défis, c'est ce qu'on va essayer de relever avec eux. Avec en plus une alimentation diversifiée, saine, si possible, tracée. Est-ce que, Philippe Lescoat, il vous semble, quand on aborde ce sujet du rôle des technologies face à ces défis, est-ce qu'il vous semble que les technos ont vraiment un rôle majeur à jouer ? Elles sont nécessaires, mais ne font pas l'ensemble des choses. Alors, la première, ce qui est fondamental à bien voir, c'est que
Comme le disait Mehdi, on est vraiment au cœur de challenges qui nous attendent très fortement et on a la chance d'avoir une explosion de connaissances et une explosion d'outils et de méthodes qui vont nous permettre justement, qui vont nous accompagner et nous aider à gérer cette complexité. Parce qu'on est vraiment au pied du mur sur un certain nombre d'usages, sur la limitation des ressources, sur l'absence d'hommes et de femmes en agriculture. Donc voilà. Et donc pour cela, il est très clair que les technologies dans leur diversité vont accompagner les agricultures dans leur diversité face aux challenges qui les attendent, et notamment celui bien sûr de nourrir les hommes, mais aussi ceux de s'assurer que les socio-écosystèmes ou les écosystèmes dans lesquels on travaille continueront à fonctionner demain malgré les changements auxquels on est confronté. Alors, vous deux, vous avez quand même ce prisme très tech, justement, sur le sujet. Est-ce que c'est le cas du secteur dans son ensemble? Est-ce qu'il a conscience aujourd'hui du rôle que peuvent jouer les technologies? Alors, effectivement, comme ça a été dit, ce n'est pas... La solution n'est pas que technologique, ça c'est très important, il ne faut pas faire de la techno pour faire de la techno. Néanmoins, l'agriculture est un secteur extrêmement technologique, c'est assez peu connu du grand public, déjà aujourd'hui et même hier, puisque le numérique, si on prend cet exemple-là, c'est très ancien dans l'agriculture. Les premières traces d'écriture, c'est du numérique sur tablette, ça date de 5000 ans. Les tablettes en argile de Mésopotamie servaient à enregistrer de la traçabilité des productions en élevage, en culture, qui étaient enregistrées sur ces tablettes. Et donc, c'est très ancien, le numérique, pour l'agriculture. Et c'est un secteur qui a souvent été très en avance. Aujourd'hui, encore... Donnez-nous des exemples. Aujourd'hui, par exemple, la plupart des tracteurs que vous pouvez voir sont équipés de GPS. Et ça existe depuis très longtemps. Et quasiment tous les tracteurs qui sont vendus aujourd'hui communiquent avec le satellite pour du guidage automatisé, pour apporter de la précision. On va parler d'agriculture de précision dans les interventions techniques. Par exemple, pour apporter de l'engrais, de la fertilisation au moment où il le faut, à l'endroit où il le faut et avec la dose exacte qu'il le faut. Et ça va mobiliser beaucoup de technologies, du satellite, du GPS, des outils d'aide à la décision et bien sûr des agriculteurs. Ne les oublions pas, tout ça, ça reste des outils qui vont les aider à piloter leurs interventions. J'ai parlé d'un exemple en culture, mais en élevage, c'est tout à fait vrai aussi. D'ailleurs, c'est un secteur qui est même peut-être plus en avance que les cultures. Si on prend les exemples de la robotique, par exemple, le premier robot de traite, il date de 1993 en France. Ouais. Ça a plus de 30 ans. Et aujourd'hui, la plupart des installations en élevage pour la traite sont des robots. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas de problème de taux d'équipement, de connectivité dans ce secteur ? Je vous pose la question à vous, Philippe. Ouais. Pardon. Alors, ce n'est pas obligatoirement une question à laquelle... ce que l'on observe de façon certaine, c'est l'explosion de l'usage et comme le dit Mehdi, et je le rejoins complètement, moi qui suis plus focalisé sur l'élevage, on a vraiment un développement et un appui très fort aux agriculteurs, aux éleveurs par ces outils-là. Donc, en effet, il y a bien le développement de ces outils. Il y a quand même quelques problématiques, c'est-à-dire que quand on parle, alors c'est de la maîtrise de ces données, c'est-à-dire que qu'est-ce que l'on mesure, il y a vraiment des vraies problématiques de recherche, qu'est-ce que l'on mesure, qu'est-ce que l'on transforme, qu'est-ce qui va rester dans la main des agriculteurs, parce que ça c'est aussi une question très prégnante du développement de l'élevage ou de l'agriculture de précision, c'est finalement qui va maîtriser les outils, puisque on dit que ce sont des outils d'aide à la décision, on dit que ce sont des outils d'appui qui se développent et qui s'enrichissent du fait que ce soit en réseau, que ce soit mis avec d'autres personnes. Mais il y a énormément de questions de recherche, tant dans l'organisation que dans les connaissances biologiques et les connaissances numériques, qui sont nécessaires encore à développer pour accompagner ce développement, quoi. Alors quand vous dites justement entre les mains de qui sont ces outils d'aide à la décision, on peut imaginer aujourd'hui que c'est entre les mains des agriculteurs. Est-ce que c'est le cas déjà ? Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, et d'ailleurs c'est un point de préoccupation. On parle de souveraineté aussi dans le domaine alimentaire, mais aussi dans le domaine du numérique. Oui. Il y a des vraies questions par rapport à ce sujet-là, c'est-à-dire que la maîtrise des technologies, des données qui sont produites dans les exploitations agricoles, aujourd'hui par énormément de capteurs connectés qui arrivent dans les fermes, elle n'est pas aujourd'hui garantie par les fabricants, par tous les constructeurs, pour s'assurer qu'effectivement ces données-là restent bien sous la maîtrise des agriculteurs. C'est un point qui nous semble à nous très... Qu'elles partent où ces données, au service de qui ?
Alors, déjà, elles doivent leur servir à eux, puisque ces données doivent les aider à réaliser leurs interventions techniques du quotidien ou d'avoir une réflexion un peu plus stratégique. Comment vont-ils faire évoluer leur ferme? Et tout ça, ça passe par l'analyse des données. Mais il faut s'assurer, effectivement, qu'ils puissent garder le contrôle de ces données. Et donc, il y a des chartes, par exemple, qui sont mises en avant pour s'assurer que les éditeurs, les startups, les entreprises qui développent ces technologies ne les utilisent pas à d'autres fins que l'amélioration des services qui, à mon sens, est la première finalité de ces outils. Parce qu'aujourd'hui, les acteurs technologiques dans ce domaine ne sont pas nationaux. Il peut y avoir effectivement, du numérique de manière générale. Il peut y avoir énormément d'acteurs internationaux sur ces sujets-là. Si on regarde l'agroéquipement, par exemple, donc le machinisme agricole, les tracteurs, les moissonneuses-batteuses, etc., il y a énormément de constructeurs qui sont effectivement pas forcément nationaux et qui peuvent être des multinationales. On commence à évoquer un peu les freins. Justement, Philippe, je me disais, dans le domaine de l'élevage, il y a le rapport à l'animal qui est très important. Ce numérique, ces technologies, est-ce qu'ils viennent pas aussi être percutés par des freins humains, à savoir la peur peut-être d'être éloigné de l'élevage, la peur d'une déshumanisation peut-être de l'agriculture à travers les technos? Je n'en suis pas du tout persuadé, parce qu'en fait, c'est une question qu'on peut se poser, mais en réalité, le développement de ces outils vont permettre, avec de l'acquisition de connaissances, d'appuyer, de mieux repérer les animaux en difficulté, de s'occuper au milieu de troupeaux d'animaux malades, en fait, qu'on ne verrait pas obligatoirement. Ça permet d'anticiper, de mieux soigner, donc de travailler sur le bien-être, d'avoir une efficacité économique sans doute. Alors là, on peut discuter des différents thèmes, mais non, je pense, l'exemple typique, Mehdi en a parlé tout à l'heure, c'est les robots de traite. Les robots de traite ont fait disparaître, entre guillemets, l'astreinte de traite. Alors ça n'empêche pas que les agriculteurs, les éleveurs travaillent autant, mais ils peuvent passer d'autres temps auprès de leurs animaux et les repérer, et mieux s'occuper d'eux. Donc, de ma lecture, l'utilisation de l'électronique sous différentes, l'utilisation numérique de l'électronique sur ces différentes formes est plutôt une aide réelle et positive auprès des éleveurs pour mieux suivre les animaux. Et ça n'implique pas obligatoirement, il ne faut pas prendre le fait que le numérique soit associé au gigantisme. Hein, c'est pas le cas. Il y a pas de, pour moi, il n'y a pas de lien immédiat en tout cas. Et sur la question de la formation, parce que ça exige justement une nouvelle maîtrise, de nouveaux outils, comment est-ce qu'ils sont accompagnés très concrètement sur le terrain pour la prise en main de ces nouveaux outils, à la fois d'aide à la décision, mais aussi de robotique? Alors, il y a deux niveaux. Hein. Donc, les agriculteurs, de toute façon, sont accompagnés par des conseillers et des techniciens à des distances données qui vont de toute façon les aider à utiliser les outils. Hein. Pour moi, sinon le monde agricole ne les adopterait pas s'il n'y avait pas une plus-value en tant que telle. Et donc, il y a de l'accompagnement technique et des progrès associés à ça. Mais par contre, si je me place du côté des formations de mes étudiants, qui soient ingénieurs, masters ou docteurs, et qui vont venir accompagner ce développement, on est sur un monde énorme justement de création de nouveaux, alors on parlait de capteurs, mais aussi de nouveaux modèles mathématiques qui vont accompagner les modèles biologiques pour essayer de faire progresser ces outils-là. Parce qu'on ne peut pas se contenter de dire qu'on fait du numérique pour capter de l'information, ça c'est OK, qu'en fait-on? Mais plutôt de développer l'ensemble des modèles associant biologie et mathématiques qui vont nous permettre de valoriser ces données. Donc on est en fait à l'aube, on y est déjà, mais on est à l'aube de transformations très fortes dans les enseignements pour continuer à associer les problématiques du vivant et les problématiques des données qu'on va pouvoir y associer pour mieux comprendre ces systèmes-là. Et ça peut générer de nouvelles vocations aussi, peut-être, ces nouveaux outils, ces nouveaux logiciels d'aide à la décision. Ça peut attirer peut-être des profils différents. Oui, tout à fait. Ça peut attirer des profils différents. On parlait tout à l'heure de l'enjeu de l'attractivité du métier d'agriculteur et puis du renouvellement nécessaire des générations. Et ça va embarquer forcément des non issus du milieu agricole à venir s'installer dans les exploitations agricoles. Et quelque part, ces outils numériques, moi aussi je suis convaincu que c'est plutôt des leviers d'accompagnement plutôt que des freins.
pour rentrer dans l'agriculture, dans une agriculture qui est moderne et dans une agriculture qui va être aussi plus complexe. Et l'utilisation des outils numériques doit aider à gérer davantage cette complexité, apporter du confort de travail avec les exemples du robot qu'on a évoqué, appliquer aussi de la simplification peut-être aussi. On l'a entendu ces derniers mois, une revendication très forte de simplifier les aspects réglementaires notamment. Et là aussi, le numérique peut apporter des solutions pour attirer et rendre ce métier d'agriculteur. On espère, parce que dans tellement d'autres sujets que je maîtrise parfois un peu mieux que celui de l'agriculture, le numérique ne vient pas forcément simplifier les processus et même l'appel à des services publics. C'est pas toujours évident que ce soit de la simplification, mais enfin on peut l'espérer. Je voulais vous demander aussi justement si chez AgroParisTech vous constatez déjà de nouvelles vocations, des nouveaux profils qui arrivent dans l'agriculture et peut-être l'esquisse d'un paysage qui va s'enrichir davantage que se dépeupler. Je ne peux pas donner d'assurance par rapport à ça. Ce qui est certain, c'est qu'il y a toujours eu dans nos établissements, et notamment à AgroParisTech, mais il n'y a pas que nous, bien sûr, dans le paysage, donc cette combinaison de la biologie et de la gestion des données, des statistiques, etc. Et donc, on voit bien une convergence à un certain nombre d'effectifs, des étudiants qui vont chercher à avoir la double valence. Et nous-mêmes, en fait, dans les réformes des enseignements que nous mettons en cours, là, nous venons de faire un comité d'analyse prospective sur les métiers de l'agriculture et les agricultures, parce qu'il n'y a pas qu'une seule agriculture. Et on se rend bien compte que de façon transversale, quel que soit le type d'agriculture, on n'oppose aucun des systèmes de production. Eh bien, l'usage des outils numériques, mais dans toute leur variabilité, vont nous aider. Et donc, nos étudiants eux-mêmes seront, à mon avis, des moteurs et voudront y venir. Il y a peu de doute par rapport à ça. Bon, je voulais qu'on termine quand même par essayer de dessiner l'agriculture du futur. Comment est-ce que vous l'imaginez, Mehdi ? Alors pour moi, l'agriculture du futur, c'est déjà une agriculture qui produit. On va devoir nourrir 10 milliards d'habitants à l'horizon 2050 avec des défis colossaux. Donc le défi climatique, comment s'adapter à une hausse des températures, à des aléas climatiques qui vont devenir de plus en plus fréquents et de plus en plus impactants, dans des situations géopolitiques extrêmement compliquées avec la guerre et d'autres facteurs. Donc une agriculture du futur, c'est une agriculture qui maintient une capacité de production et d'alimentation, d'une alimentation effectivement diversifiée, saine, variée, adaptée à chaque territoire, et donc effectivement pas une agriculture unique, mais pas de modèle d'agriculture unique, mais de garder cette diversification d'une agriculture plurielle, adaptée à ces territoires, et qui va peut-être aussi demain produire autre chose que de l'alimentation, de l'énergie. On voit bien que l'épuisement des ressources énergétiques, c'est aussi un défi majeur, et l'agriculture peut être un levier pour aller chercher de l'énergie. On parle d'agrivoltaïsme, de production de biomasse pour produire de l'énergie de demain. Et puis peut-être le dernier point, c'est l'agriculture du futur, c'est une agriculture toujours avec des agriculteurs. Et ça, il va falloir effectivement s'y atteler, comment renouveler ces générations qui vont partir à la retraite, garder cette attractivité. Ça passe par une meilleure rémunération, mais aussi une meilleure reconnaissance de ce milieu-là par la société. Merci beaucoup Philippe Lescouade d'avoir été connecté avec nous. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur en zootechnie chez AgroParisTech. Et puis merci à Mehdi Siné qui a conclu ce talk, directeur scientifique, technique et numérique chez Acta. Et c'est l'heure du rendez-vous avec Hervé Lejoint, advisor. Bonjour Hervé. Bonjour Delphine. Alors, aujourd'hui, vous vouliez titrer votre chronique sur les IA génératives qui viennent mettre à mal la propriété intellectuelle et la confidentialité de nos données. Oui, parce que vous le savez, c'est un doux euphémisme de dire à quel point ChatGPT et l'IA générative ont bouleversé notre monde. Il n'aura fallu que 5 jours à ChatGPT pour atteindre 1 million d'utilisateurs et 2 mois pour atteindre 100 millions d'utilisateurs dans le monde. Ça n'avait jamais été vu. Et les utilisateurs, venus à la fois pour des besoins personnels, mais aussi professionnels, ont découvert des capacités insoupçonnées, donc ce qui a créé une euphorie. Mais rapidement, des questions se sont posées autour des données laissées par les utilisateurs lors de leur session et leur usage de ChatGPT, surtout dans un contexte professionnel.
Il est alors apparu que tout ce que vous laissez sur ChatGPT était sauvegardé dans leur base de données et utilisé pour l'apprentissage de leur modèle. Donc, et à titre d'exemple, dès mars 2023, Samsung a ainsi interdit l'usage de ChatGPT à tous ses employés en les menaçant même de licenciement. Cela faisait suite à plusieurs alertes, dont une concernait un ingénieur travaillant dans les semi-conducteurs et qui avait demandé à ChatGPT de détecter des failles sur un code source, ce que ChatGPT sait faire. Et il avait chargé ce code source donc sur la plateforme. Et un autre employé, lui, avait demandé de résumer un contenu d'une réunion avec ses collègues. Donc, code source et contenu qui sont alors devenus les propriétés d'OpenAI et utilisés dans les bases d'apprentissage de ChatGPT. Mais OpenAI a quand même réagi à la suite de cela, hein. Oui, ils ont réagi partiellement. Ils ont lancé une nouvelle version parce qu'il y a eu beaucoup effectivement de demandes et de problèmes. Et ils ont lancé une nouvelle version entreprise avec un niveau de chiffrement très élevé au niveau des données, la possibilité de désactiver l'historique des conversations, donc d'effacer ces contenus, et de gérer les accès des équipes entre autres, de savoir qui accède et quand. Et ils travaillent en ce moment aussi sur la possibilité, c'est là, ça sera plus intéressant, de soumettre des données confidentielles pour entraîner des modèles, tout en évitant que ces données soient sauvegardées et utilisées par ChatGPT. Mais l'enjeu, au final, dépasse largement OpenAI et ChatGPT, parce qu'en effet, en mettant à disposition des entreprises une API, ce qu'a fait OpenAI, ils ont ouvert les portes d'un marché jusqu'alors inimaginable. S'appuyer sur toute base de connaissances, que ce soit des contrats, des tutoriels de formation, des données de support, du code informatique, pour générer soit de nouveaux documents, soit les corriger ou les améliorer. Donc on voit bien, dès lors, certaines sociétés qui possèdent de nombreux documents, de par leur métier, leur position de plateforme centralisée, ont compris tout l'intérêt de pouvoir utiliser ces capacités pour développer des nouveaux services. Et typiquement, récemment, il a été révélé que DocuSign, qui est la première plateforme mondiale de signature électronique, avait rajouté dans ses conditions d'utilisation la possibilité d'utiliser des documents de ses clients pour effectuer de l'apprentissage sur ces modèles. Vous imaginez ? Ouais. Je fais signer des contrats, que ce soit avec mes fournisseurs, mes clients, et en fait, le contenu de ces documents peut être utilisé par DocuSign. À quelle fin ? C'est pas très clair, si, pour entraîner les modèles, mais pourquoi ? Pour générer de nouveaux contrats ou accords ? Donc on est ici confronté à un véritable enjeu sur la propriété intellectuelle et la confidentialité, ce qui aura à terme un impact significatif sur la créativité et la production humaine. Et d'ailleurs, vous savez que le New York Times a attaqué OpenAI sur l'usage de son contenu éditorial pour entraîner ses algorithmes. Et donc, ce type de comportement risque de se développer si on n'y prête pas une attention, tant les services d'IA génératifs se multiplient et sont de plus en plus faciles à intégrer. Mais alors justement, comment éviter ce genre de dérive, selon vous, Hervé ? Il va falloir imposer des règles très strictes et très claires sur l'usage des données et contenus qui vont servir à l'entraînement des modèles. Et cela ne se limite pas à la rémunération des ayants droit qui est proposée dans les AI Act et qui fait d'ailleurs, qui suscite d'ailleurs de nombreuses discussions et oppositions. Mais il faudra que cette propriété intellectuelle, qui n'est pas qu'une affaire d'argent, c'est une affaire souvent stratégique. Et quant à la confidentialité, je ne pense pas qu'un conseil d'administration ou un comité exécutif souhaite que ces comptes rendus soient utilisés dans l'apprentissage par une société tierce. Donc il va falloir mettre en œuvre un consentement éclairé pour chaque société soit pleinement consciente des usages de ces documents par ses fournisseurs, d'IA générative ou de services. Et au rythme où les choses vont, si vous voulez, l'apprentissage de demain, en plus, se fera de plus en plus sur des contenus eux-mêmes générés, ce qui posera de nouvelles questions. Donc il faut absolument que demain, il y ait une transparence et un consentement éclairé, comme on l'a vu dans le RGPD, pour que les sociétés soient conscientes que, encore une fois, des tiers vont pouvoir utiliser leurs documents à d'autres fins. Il reste encore tellement de règles à écrire pour que tout ça se mette en place. Merci beaucoup Hervé Lejoin, Advisor, et merci à tous nos téléspectateurs de nous suivre sur la chaîne Bismart. C'était Smart Tech, vous pouvez nous retrouver également en podcast et en replay bien sûr. À très vite.